Je regrette vraiment que vous n'avez pas parlé réellement de la nature de ce régime qu'on appelle le régime syrien. Vous ne pouvez pas séparer la nature de ce régime de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire sur le plan d'identité, sur le plan de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que ce régime, il était basé d'abord sur la famille, sur le clan, sur la communauté alaouite. Il faut savoir quand même qu'après le coup d'État du Parti Baas en 1963, ça commence le nettoyage de l'armée syrienne et de l'installation d'un régime, disons, familial qui était basé sur les communautés. De toute façon, vous ne pouvez pas parler de l'arabité ou d'un régime idéologique, parce qu'en effet, ce régime il utilise le Parti Baas comme couverture pour rester au pouvoir, et c'est qu'est-ce qu'il a fait quand il dit qu'il défend la cause arabe, où en réalité on sait qu'est-ce qu'il a fait avec les résistants palestiniens par exemple, et tout le monde au Liban par exemple, et tout le monde sait quand même que ce régime n'est pas tiré une seule balle pour libérer par exemple le Golan occupé par les Israéliens. Donc, à mon avis, il faut vraiment bien insister sur la nature de ce régime, parce que ce régime, il était très loin d'un régime idéologique, c'est-à-dire qui porte certaines idéologies. Il est très loin du Parti Baas, parce qu'il n'a jamais vraiment, réellement appliqué, disons, entre guillemets, ces principes de ce Parti Baas. Mais par contre, vraiment, c'est un régime unique du monde qu'on ne trouve nulle part. Ce n'est pas un régime dictatorial, c'est un régime dictatorial autoritaire, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grave encore, c'est-à-dire c'est un régime qui, on peut dire dans certains sens, semble beaucoup à le régime de Corée du Nord, c'est-à-dire la famille qui est couverte avec la couverture d'un parti qui s'appelle le Parti Baas, mais en effet, il n'y a rien de Parti Baas réellement en Syrie. Pour ça, j'ai insisté sur le fait que c'est un régime totalitaire, familial et mafieux. Surtout mafieux. Voilà. Par contre, je ne suis pas d'accord avec vous que c'est un régime alaouite. Voilà. C'est un régime qui s'est servi de toutes les confessions, qu'elles soient minorités ou de la confession sunnite. Voilà. C'est un régime confessionnel dans le sens qu'il n'est pas seulement alaouite, mais il s'est servi de toutes les confessions. Voilà. Mais moi, à chaque fois que j'entends des Syriens discuter et parler, j'ai l'impression qu'ils parlent de leur ville. Et j'ai l'impression que la Syrie a été toujours... Ils parlent de leur ville, réellement. Ils ne parlent pas de leur confession ni de leurs racines, ils parlent de leur ville. On parle de Tadmour, on parle de Halep, on parle de Homs, on parle de Damas. Et j'ai l'impression que la Syrie a été des cités-États et le reste, probablement, la Syrie est des cantons. Cette cité-État, chacun est fier de sa cité, plus que de sa confession, plus que de sa religion, plus que de nos racines. Ma question pratique est sur l'UNESCO. À quoi ça sert vraiment d'être protégé par l'UNESCO? Ils dépensent beaucoup d'argent pour les conférences. On revient tout de suite sur un... Est-ce qu'il y a une charte ou quelque chose? Il y a des chartes, mais ça ne sert à rien. Mais il y a les chartes de l'ONU qui... C'est comme la charte des droits de l'homme. Hein. Voilà, exactement. Il faut savoir que l'UNESCO traite uniquement avec les États. L'UNESCO, la Syrie a un siège, la Syrie loyaliste, la Syrie de Assad, toujours, oui, a un siège à l'UNESCO en la personne de Lamia Chakour, qui a fait pression pour que les associations de la société civile ne puissent pas présenter leurs données et soient uniquement dans l'auditoire. Alors, pour vous dire, l'ensemble de la communauté archéologique, qu'elle soit française ou européenne, refuse le plus souvent de se prononcer sur les destructions que le régime orchestre en Syrie. Il ne faut pas voir dans la communauté archéologique, malgré le fait qu'ils aient travaillé 10, 20, 30, 40 ans en Syrie, des gens qui sont plus moraux que les autres. Beaucoup d'archéologues, malheureusement, ce à quoi ils pensent avant tout, c'est à leur carrière, leur permis de, il faut le dire, leur carrière, leur permis de fouille et la continuation de leurs recherches. Et là, pour eux, le vent, il semble tourner en faveur d'Assad d'un point de vue militaire et politique, ou en tout cas, ils le perçoivent comme ça. Et ils se réfugieront souvent derrière leur devoir d'impartialité de fonctionnaire. Je n'ai pas le droit de faire de déclaration, je suis employé par le CNRS. Cela étant, ils ont travaillé pendant 10 ans dans des villages avec des ouvriers qui les ont invités chez eux. Ils ont travaillé pendant des années, ils ont toujours accepté d'aller être invités chez les habitants. Hein. Ils avaient des liens avec les habitants, des liens qui ont miraculeusement, dans beaucoup de cas, disparu quand
quand il s'agissait de se mouiller et de décrire ce qui est absolument inacceptable, la destruction, la destruction du patrimoine et le génocide dans ce pays. Vous soulevez tous les deux des points intéressants et je suis d'accord avec les éléments de vous deux. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est pour vous montrer à quel point l'idéologie de ce régime est simplement un cache-sexe. Le père de Hafez al-Assad s'appelait Sleiman el-Wahash, déjà. Cet homme-là, dans les années 20, de son village de Koldaha, qui n'était qu'un village à l'époque, a écrit aux autorités du mandat français, dans les années 30, quand la Syrie, qui avait été divisée effectivement en cantons par les Français, divisée pour régner, un État druze, un État alawite, c'est à nouveau, je crois en 1936, unifié. Et grand arabiste, Hafez al-Assad, son père lui-même avait refusé cette unification au nom de la communauté alawite et avait supplié les autorités mandataires de garder la cantonalisation de la Syrie. Et ça, c'est évidemment un aspect qu'on ne discute pas maintenant, malheureusement, même dans l'opposition, c'est que cette famille n'a absolument aucun crédit de par ses ancêtres à apporter à la lutte contre le colonialisme, contre les autorités mandataires, et n'a eu aucun rôle dans l'indépendance elle-même de la Syrie en 1946. Moi, j'ai vu des images qui sont, enfin des films, malheureusement, qui sont affreux, sur la situation de ce musée. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il a devenu, ce qu'il en est? Et hier aussi, j'ai vu une explosion dans un mausolée à Raqqa. Je ne savais pas qu'il existait, mais il est super. Et apparemment, il a été fait sauter par Daesh. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Merci. Pour celle de Raqqa, c'est en fait le camp d'un succédant des compagnons de Mohammed, qui s'appelle Khalid al-Yaman. Donc, il était détruit. Juste à côté, il y a le temple de Ammar ben Yasser, c'est-à-dire le plus proche pour les chiites. Et comme vous le savez, il déclare Daesh comme quoi il est salafiste, il est contre les chiites, et il détruit le temple un salafiste, un compagnon sunnite, et il laisse le temple de chiites. Donc ça se voit qu'il y a un rôle assez complexe entre les régimes et Daesh. C'est Daesh, quoi. Et concernant le musée de Ma'arat Nu'man, il y a des travaux fabuleux qui ont été faits par nos collègues, par des étudiants qui sont là-bas. Depuis le début, ils ont nettoyé quand il y a eu la grande bataille entre l'armée et l'armée libre. Il y a eu des dégâts assez importants. Donc ils ont tout de suite nettoyé les murs du musée, et ils ont sauvé toutes les pièces qui étaient détruites, ils l'ont référencié, ils l'ont caché. Et là, il y a un grand projet qui se lance dans les jours qui viennent concernant l'archéologie à Ma'arat Nu'man, parce que maintenant c'est libéré à 100%. Il y a un vrai équipe à Ma'arat Nu'man qui commence à travailler au nom de la direction des antiquités libres syriennes. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots, mais très court, sur l'époque romaine? Il y a quand même un certain Philippe, dit l'Arabe, qui était empereur romain. Et deuxième remarque, un peu à côté du sujet, c'est que ce régime, on ne peut pas lui trouver une toute petite excuse parce qu'il a été, comment dirais-je, les Turcs, ils ont persécuté les Alaouites. Et les Français, au contraire, ils ont fait entrer beaucoup d'Alaouites dans l'armée française. Et alors, c'est pour ça qu'ils ont pris l'armée. Ils ont pris l'armée. Parce qu'on dit, ce sont les extrémistes chrétiens qui sont pas bien, les extrémistes alaouites. Mais en fait, les Alaouites, c'est quand même une entité qui est négative. On me calme. Je n'ai pas compris bien votre question. C'est quand même les Alaouites qui ont le pouvoir, et ils sont 9 à 10%. Et c'est les Alaouites de la côte. Oui. C'est aussi une famille. Oui. Et dans cette famille, c'est un clan. Bah oui, on est tous d'accord avec vous. C'est pas pour ça qu'ils sont négatifs. On est d'accord avec vous. Alors j'aimerais signaler, votre première question. Alors les Romains sont en Syrie en 64 avant Jésus-Christ, avec Pompée, Scaurus. Et alors, en 213 après Jésus-Christ, vous avez un empereur qui s'appelle Caracalla. Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire.
Donc n'importe qui de n'importe où peut devenir empereur. Mais déjà avant, vous aviez par exemple Septime Sévère, qui est un Libyen, un Punique, un Phénicien même peut-être, on pourrait dire, de Leptis Magna, qui devient empereur après une longue guerre civile contre quelqu'un en Orient qui s'appelle Pescinus Niger, contre d'autres gouverneurs, parce qu'il a l'ensemble des forces armées, et qui épouse une famille de grands prêtres, d'une famille de grands prêtres d'Émèse, du fameux Béthyle d'Émèse, qui est Julia Domna. Après Caracalla, là vous aurez l'accès à des dynasties où effectivement les membres ont une origine arabe. Je pense notamment à un empereur à 14 ans qui s'appelle Héliogabal, qui est de cette famille de Julia Domna, Julia Maeza, Julia Mahema, etc. Sévère Alexandre, qui est un empereur qui vient d'Arka, au nord du Liban, qui est probablement d'origine ituréenne, et les Ituréens sont une population apparemment, effectivement, qui parle une langue arabe. Et vous avez, après, Philippe l'Arabe, qui donc vient de la région qu'on appelait avant Djebel Druze, qui s'appelle Djebel Arabe. Donc à ce niveau-là, vous avez une ouverture des institutions, à la fois de l'armée et des institutions politiques au IIIe siècle, à des gens de toute origine, et également des gens de l'Est de l'Empire romain, qui sont d'origine, à cette époque-là, arabe. Pour votre deuxième question concernant les Alaouites, effectivement, l'armée du Levant, en 1920, Gouraud, etc., qui ont créé le mandat français, se méfiaient énormément de Faisal, du nationalisme arabe, qui, d'après les Français, est incarné essentiellement, et c'est vrai, par la communauté sunnite. Après la bataille de Maïsaloun, où Faisal est expulsé de Syrie alors qu'il est roi de Syrie, il est donc expulsé par les Français, qui créent ce mandat, qui s'appuient sur les minorités, et qui vont remplir leur force locale avec des chrétiens, des Arméniens et surtout la communauté qui est une communauté rurale extrêmement pauvre de cultivateurs du tabac, la communauté à la ville de la côte. Et c'est l'armée qui va leur permettre de monter en grade et de progressivement donc occuper les assises du pouvoir militaire et puis effectivement de prendre le pouvoir avec des coups d'État. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci Marc. Juste une petite question, mais je me permets de... Allez-y, prenez le micro. Est-ce que pour vous, en tant qu'archéologue scientifique, est-ce que la religion, je ne parle pas d'ethnie, est-ce que la confession, c'est un critère identitaire? Est-ce que ça permet de construire une nation, une culture, ou c'est un critère politique que quelqu'un s'en joue à des moments? Est-ce que, par exemple, concrètement, est-ce que dans l'armée du Sud-Liban, qui était alliée avec Israël, enfin, certains Libanais les appellent des traîtres, il y en a des chrétiens qui sont encore qui sont partis. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont collaborés à Israël? Voilà, franchement, parce que c'est ça. Désolé, je ne vais pas aller plus loin, mais... La question est bien, mais il y a deux approches assez différentes. C'est-à-dire, quand tu parles de l'identité selon la religion, oui, il existe une identité religieuse. Parce que la simple explication des définitions de l'identité, c'est l'ensemble des mémoires collectives qui laissent des traces matérielles ou immatérielles. Matérielles comme des bâtiments, des constructions, mais dans la religion, chez les musulmans, tu as les mosquées, et chez les chrétiens, tu as l'église, et l'écriture, le Coran, les évangiles. Tout ça, c'est le patrimoine qui a laissé une identité culturelle dans une communauté qui fait... C'est pas le seul critère. C'est pas le seul critère, mais ça peut avoir un critère religieux, ethnique, et on peut avoir le tout ensemble. Par exemple, je donne l'exemple des chrétiens arabes, par exemple, et des musulmans arabes. Il y a les deux critères. Donc on a quelque part un mariage de deux identités qui sont ensemble. Chez les Kurdes, par exemple, on a l'ethnie kurde, il y a les sunnites, il y a les chiites, il y a même les yazidis, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Une mosquée kurde sunnite, c'est pas qu'une mosquée sunnite. Il y a même chez les Kurdes, mais pas en Syrie, les Kurdes qui sont en Palestine, il y a une minorité assez significative qui sont juifs. Chez les Kurdes, il y a des juifs. Donc tout ça, c'est des critères qui vont ensemble où chaque critère... S'il vous plaît, est-ce que alawite ou pas alawite, que chrétien ou pas chrétien, ou voilà. S'il vous plaît, juste, j'aimerais bien dire un mot. Être syrien, c'est être à la fois arabe et kurde, et sunnite, et musulman, et chrétien, alaouite. C'est ça. Donc, mettre en avant cette identité syrienne et tout autour, si on peut faire avec, là, il y a l'identité ismaélienne, l'identité alaouite, l'identité druze. Ces identités religieuses doivent être religieuses et rester religieuses. Tant qu'on ne passe pas de la religion à la politique, tout va bien. Donc, dans un système démocratique, dans un système
démocratique, le multiculturalisme, avoir des minorités, c'est une richesse. C'est une richesse. Dans un système totalitaire, c'est dangereux. Il y a une seule identité qui va dominer tout le monde, une identité fausse nationaliste, fausse bassiste. Et on sait que si on a des problèmes confessionnels maintenant, c'est pas nouveau. C'est pas depuis 3 ans. La crise n'invente rien, n'amplifie. Elle fait qu'amplifier les choses. Cette crise confessionnelle existe depuis toujours en Syrie. Si on peut trouver une solution de créer une identité syrienne qui peut englober toutes ces identités. Malheureusement, ces identités que vous connaissez le livre Les identités meurtrières de Amin Maalouf, enfin le terme est assez bien choisi, sont aussi un legs de l'Empire ottoman qui avait créé ce qu'on appelait les milliettes au XVIe, XVIIe siècle, où on confondait la communauté religieuse avec une identité qui dépassait ce cadre-là, et on en faisait une communauté politique, et voire même un critère qu'on pourrait, entre guillemets, appeler presque ethnique. Alors ça, c'est un legs qui a effectivement, malheureusement, a été une véritable malédiction pour les nations en gestation enfin du Moyen-Orient. Alors, autre chose que j'aimerais dire, effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit mon collègue, c'est la citoyenneté, dans un cadre démocratique, permet une éclosion et une tolérance vis-à-vis de toutes ces communautés, de toutes ces communautés ethniques ou religieuses, dans un cadre qui est celui de la démocratie, dans un cadre qui est celui de la citoyenneté partagée. La Syrie est le cas d'école pour tout le Moyen-Orient. La Syrie peut servir aussi d'exemple pour tout le Moyen-Orient. Être syrien, c'est une histoire partagée, c'est une langue peut-être, ou plusieurs langues. Pourquoi pas, le kurde pourrait être enseigné à l'école un jour, même à des Arabes. Je me demande depuis toujours, pourquoi pas. Ce serait bien. Mais c'est une histoire partagée, c'est des manières de vivre ensemble, c'est une sociabilité. Juste une petite chose que je voudrais dire aussi, malheureusement, par exemple la communauté alaouite, la communauté ismaélienne, ce sont des communautés qui, à partir du moment où vous avez un centre religieux, que ce soit un makam alaouite, que ce soit une mosquée, que ce soit une église, qui devient un espace de socialisation et qui va au-delà de la religion, il peut y avoir une dérive sectaire, et une dérive sectaire qui est exploitée par le régime actuel. Le régime est en train d'exploiter à fond la confessionnalisation sous un langage hypocrite de laïcité. Le régime d'Assad, père et fils, n'ont jamais résolu les problèmes communautaires en Syrie. Ils les ont fossilisés par la censure et la domination tyrannique. Mais ils les ont fossilisés, quitte à ressortir et à exploiter les phénomènes communautaires et les dissensions communautaires pour leur propre intérêt. Juste pour appuyer ce qu'il a dit, Martin, je suis rentré en Syrie en 2010 dans mon village, qui est ismaélien. Donc certains, on va dire, sages sont venus me voir, voilà, Azam, si tu peux nous donner de l'argent pour l'hôpital. Tu es un immigré, tu es riche, voilà. On connaît cette image, cette représentation sociale. J'ai dit, c'est un hôpital? Ils m'ont dit, oui, c'est un hôpital pour les pauvres. C'est gratuitement, on soigne les gens gratuitement. Je dis, c'est bien. Et pourquoi c'est un hôpital qui dépend de l'État? Ils m'ont dit, non, c'est le centre culturel ismaélien. Je dis, mais pourquoi il est où l'hôpital de l'État? Ils m'ont dit, il est fermé depuis 10 ans. Donc il laisse l'Agacan gère l'hôpital dans ce village. Voilà, je pense, pour conclure, en tant que Syrien, peut-être on doit se poser la question suivante. Comment créer une appartenance à la Syrie, une appartenance plus forte que les appartenances religieuses? C'est ça la question à laquelle il faut qu'on réponde. Créer cette appartenance à la Syrie, qui est plus forte, voilà, les appartenances religieuses ou ethniques, tout en réservant le droit à des citoyens syriens de garder leur appartenance religieuse, ethnique, politique, syndicale, voilà. C'est ça la question à laquelle il faut répondre peut-être.